Bonjour Marion Achard, Bonjour. bienvenue dans cette interview pour les Assises du roman. Je suis Fabienne Jourdan, bibliothécaire, responsable jeunesse à la médiathèque du Bachu, dans le 8e arrondissement de Lyon, qui est une des 16 bibliothèques du réseau de la bibliothèque municipale de Lyon. J'espère que vous allez bien. Tout va Euh, Dans cette période un peu inédite de confinement, peut-être en quelques mots pour juste introduire notre petite conversation. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous vivez cette période au quotidien et est-ce que c'est une période peut-être propice à l'écriture pour vous? Alors, je trouve que c'est une période qui est difficile à l'écriture. J'avais lu un interview que j'avais trouvé très intéressant qui disait que quand on n'a pas accès à l'extérieur, on a difficilement accès à son intérieur. Et je suis un petit peu dans cette situation. C'est-à-dire que la gestion du quotidien avec les enfants, avec l'organisation familiale et cette espèce de pauvreté malgré tout de rencontre et cette pauvreté au final petit à petit intellectuelle n'est pas très favorable à une excitation du cerveau qui pour moi est nécessaire à l'écriture. D'accord. Mhm. Donc il faudrait que ça se finisse assez rapidement. Ça serait bien. Je pense qu'on attend tous de pouvoir Oui. faire autre chose et surtout rencontrer des gens et se remettre un petit peu des choses sous la dent, effectivement. Mhm. Alors Marion Achard, vous êtes une auteure jeunesse au profil un petit peu atypique puisque vous êtes aussi circassienne, c'est-à-dire que vous êtes artiste de cirque. Mais à la lecture de vos romans, on s'aperçoit qu'être auteur jeunesse, eh bien, ça ne s'improvise pas. Si voilà, le terrain de jeu peut sembler un peu facile, parce que bon, vous écrivez pour le jeune public, il y a dans vos histoires souvent une approche très documentée des sujets que vous abordez. Et dans un premier temps, j'aimerais savoir un petit peu si vous avez des étapes clés, des règles que vous vous donnez quand vous démarrez un nouveau roman. Non, généralement, j'écris les premiers mots d'un nouveau roman sous une impulsion très spontanée. Il y a une envie ou un besoin d'écrire sur un sujet. J'ai quand même beaucoup de sujets qui sont dans ma tête depuis longtemps et que j'étoffe au fil du temps en me disant que ça pourra peut-être faire le fil d'une histoire un jour. Donc, sur ces sujets, j'essaye de prendre un maximum d'informations, mais un petit peu tout le temps. Donc, je nourris toutes ces informations. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, un des sujets est mûr et je me mets à écrire sur ce thème-là, ou en tous les cas avec un personnage qui est nourri de ce thème-là. D'accord. Et à partir de ce moment-là, vous creusez encore la documentation, j'imagine. Enfin, euh, Généralement, j'essaye de creuser la il y a, documentation. ouais, Euh, Quand j'aborde je me renseigne aussi un petit peu au fur et à mesure, mais j'essaye de ne pas m'égarer une fois que j'ai commencé le roman pour pas que ça devienne une forme de documentaire ou de quelque chose de documentaire. trop, ou quelque chose qui serait trop didactique. Donc j'essaye vraiment d'avoir une masse d'informations avant, Mhm. d'avoir bien toutes ces informations en tête pour une fois que je me lance dans le roman, m'occuper plutôt du personnage et du point de vue du personnage qui est traversé par ce sujet, et plutôt que de réfléchir au sujet une fois que j'ai démarré. D'accord. Globalement, quand on rentre dans vos histoires, dans vos romans, on ressent une espèce de souffle de liberté comme ça. Enfin, il y a beaucoup de mouvements. On entre un peu dans un voyage. Alors, des fois, c'est un peu léger, des fois, c'est un peu grave, des fois, c'est un peu les deux. On se frotte souvent aux hors normes. Et vos héros ou héroïnes ont souvent des caractères assez affirmés. Mhm. Euh, Comment naissent les sujets de vos histoires? Est-ce que vous partez plutôt des personnages, enfin, ou d'un sujet justement, enfin, on rejoint peut-être un peu la question que je viens de poser, mais avec une autre entrée. Tout dépend du sujet. J'ai écrit un sujet sur la maladie et le diabète insulinodépendant parce que mon fils est devenu diabétique un jour et que je suis passée par toutes les étapes de cette acceptation de la maladie. Donc,
au bout de 6 ans, je me suis dit, mais j'ai une histoire, j'ai un ton, j'ai un thème dans la tête et je peux me lancer dans quelque chose. Donc, il y a des choses il y a des sujets qui font vraiment écho à mon histoire personnelle ou à mon histoire ou à mon enfance, à mes difficultés scolaires que j'ai eues, qui sont quelque chose qui reviennent régulièrement dans mes romans. Donc, c'est sur une enfance qui peut être un petit peu meurtrie, abîmée à certains moments, sur les enfants qui, par cette traversée, par ces difficultés, du coup, se mettent à réfléchir, à se confronter au monde, à le réfléchir autrement. Et j'essaye vraiment de me souvenir de tout ce que j'avais en tête quand j'étais enfant ou adolescente pour écrire au plus proche de la pensée, de ce que pourrait être la pensée d'un enfant, mais un enfant intelligent, pertinent, enfin, comme sont les enfants. Hein. J'écris pas, je me mets pas à hauteur d'enfant, mais j'essaie de me mettre dans l'intelligence d'un enfant quand j'écris. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on ressent vraiment à la lecture des livres. On se met vraiment à la hauteur de l'enfant. Et, euh, et justement, dans Trop de chefs, pas assez d'Indiens, on suit Lali, qui me fait penser à une espèce d'oiseau en cage qui, qui veut pas rentrer, enfin qui n'arrive pas à rentrer dans le moule. Elle voudrait peut-être parfois essayer, en tout cas, mais dans le moule dans lequel l'école, sa famille voudrait bien qu'elle rentre. Et elle, en même temps, elle est consciente de cet état, mais elle est pleine de ressources, d'inventivité, etc. Est-ce une ode un peu à la créativité que vous vouliez offrir là Je voulais vraiment parler de la différence et de cette pensée en arborescence que peuvent avoir certains enfants, que j'avais également quand j'étais plus petite, c'est-à-dire d'avoir comme ça un espèce d'arbre à idées qui arrive d'un coup et qui empêche finalement de se concentrer sur une seule chose. Donc ça fait des enfants qui sont plutôt très créatifs et qui ne sont pas très scolaires. Et, et qui du coup sont un petit peu secoués par cette contrainte scolaire, par l'éducation nationale, par ces normes qu'ils n'arrivent pas à appliquer, et qu'ils n'arrivent pas à appliquer non pas par de la mauvaise volonté, mais parce que leur système de pensée est structuré autrement. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de l'échec scolaire et de cette difficulté à rester à l'école pendant toutes ces années quand l'école est aussi difficile à vivre. J'avais déjà écrit un livre pour adolescents que j'avais confié à mon éditeur, mais qu'il avait trouvé un petit peu trop rancunier vis-à-vis de l'éducation nationale, donc il m'avait conseillé de le réécrire. J'ai mis assez longtemps à trouver la forme, et du coup, cette forme s'est placée sur un enfant plus jeune, donc en CM2, l'âge où moi j'ai commencé à avoir de vraies grosses difficultés à l'école, et où j'avais énormément de souvenirs très, 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 très forts de cette incompréhension. Et quand j'ai confronté ces souvenirs à ma partie adulte maintenant, j'ai trouvé que ça résonnait bien, parce que ce que je peux presque maintenant reprocher parfois à certains enfants ou sur certaines attitudes, je me suis rendu compte que enfant, je fonctionnais de la même manière. Oui, oui. Voilà, par l'exemple sur de la copie où la petite fille part dans la forêt avec son contrôle pour essayer de comprendre ce qui se passe, et qu'elle revient avec un contrôle tout sale, plein de terre, plein de boue, et qu'elle se fait gronder qu'elle se fait engueuler par sa maîtresse assez vertement. Voilà, c'est quelque chose que je pouvais complètement vivre enfant, et de ne pas réussir à comprendre ce manque de distance de l'adulte, ou cette manière d'être très frontale sur des choses qui étaient finalement complètement sans importance par rapport à ma pensée du moment. Donc c'est un petit peu tout ça que j'ai essayé de mettre dans ce livre, avec bien sûr maintenant ma distance d'enfant qui a grandi, et en le faisant passer à travers d'autres personnages qui ne sont pas moi, mais qui à chaque fois ont des petits liens avec moi et des petits reflets de ma personnalité. Forcément, on écrit avec ce qu'on est. Tout à fait, oui. Et à contrario, alors la famille de Tallulah, donc dans les autres petits romans que vous avez écrits juste avant, ce sont des artistes de cirque qui vivent dans une caravane. Le mode de vie est atypique. Et du coup, ça pèse sur cette fillette qui souhaiterait un peu plus de normalité dans sa vie.
elle s'inspirait aussi de votre propre expérience? C'est forcément inspiré un petit peu de nous puisqu'on est artiste de cirque et on a des enfants. Donc, j'ai eu plusieurs fois des réflexions de ma fille. Ayant donc eu de mon côté une scolarité chahutée, je me suis toujours promis que ma fille n'aurait pas la même scolarité. Donc, j'ai essayé de lui proposer des alternatives, de toujours lui dire que si elle voulait ne pas aller à l'école, elle n'était pas obligée d'y aller à certains moments. Et finalement, je me suis confrontée à une enfant qui était très scolaire, très normée et qui ne supportait pas l'idée de pouvoir comme ça euh, être en contradiction avec ce que l'école lui demandait. Et j'ai trouvé cette espèce de conflit euh, assez intéressant entre moi, ce qui me pensait normal maintenant en tant que parent, et eux, ce qui leur semblait normal en tant qu'enfant. Et j'ai un petit peu mixé tout ça en faisant plutôt des parents atypiques et plutôt des enfants, enfin les deux enfants de l'histoire bien dans leur scolarité. Voilà, et donc tout ça a fait effectivement l'histoire de la petite Talula que j'ai essayé de traiter avec humour. L'humour, Ouais. oui, oui. Beaucoup Et d'humour. ça parle aussi de la normalité, hein. C'est-à-dire que la normalité des uns n'est pas la normalité des autres. Oui, oui, bien sûr. Et j'ai énormément de débats dans les écoles parce que la mère de Talula lui dit à un moment qu'elle doit laisser copier son camarade, puisque ça n'enlève rien à Talula, mais ça aide son camarade. Et ça fait partie des choses qui secouent un petit peu les classes et on a beaucoup de débats là-dessus. Donc, entre ceux qui, globalement, les enfants sont contre l'idée de la mère de Talula et ils trouvent que copier, c'est pas bien. Ils ont acquis ce qu'on leur avait dit qui était bien. Et là, vraiment, je dirais à 90%, les enfants s'opposent à la mère de Talula, alors que moi, j'avais vraiment l'impression, en écrivant ça, que j'étais dans la justesse et dans la bonne intelligence. Donc, c'est là où on voit comment chacun, voilà, comment chacun place la norme et où est-ce qu'il... Voilà, bon, voilà, j'ai essayé de m'amuser avec ça pour en faire des histoires un petit peu truculentes. Oui, oui. Il y a la norme, il y a aussi le fait si on nous l'autorise, il n'y a plus d'interdit à braver et finalement, ce serait un peu dommage quoi, de ne pas avoir ce... De pas se confronter à ça un petit peu Oui, aussi. oui, Oui. peut-être. Alors, dans un autre roman plus grave, peut-être pour les un peu plus grands, avec Le Peuple du chemin, là, vous vous emparez d'un thème grave, celui de la déforestation donc de la forêt amazonienne, et avec elle de la disparition des peuples qui y vivent. Le récit oblige un petit peu à faire un pas de côté, à regarder nos comportements soi-disant civilisés à travers les yeux d'une fillette et de sa sœur qui vivent une existence en totale harmonie avec la nature, avec les leurs, et très loin du monde urbanisé. Comment est-ce que vous avez abordé ce personnage dans un premier temps, son monde, mais aussi sa tribu. Enfin voilà, comment vous vous êtes inséré dans la peau de ces autochtones, de ces Indiens, pour évoquer ce qu'ils ressentent finalement et ce qu'ils vivent. Quand j'ai découvert cette histoire, c'était en 2016, en décembre 2016, je crois, juste avant Noël, j'ai lu un article et c'est un article qui m'a profondément bouleversée, déjà parce que j'étais très attachée au peuple, enfin, j'avais déjà beaucoup réfléchi au peuple autochtone depuis que je suis enfant, c'était vraiment un Oui. sujet, un de mes sujets d'obsession et j'ai ressenti une énorme émotion. Et je crois vraiment que mes histoires, à chaque fois, partent de là, elles partent d'une émotion. Donc, dans cet article écrit par Anne Cibran, il y avait ces deux petites filles qu'on retrouvait en pointillé sur son article de presse. Et moi, je me suis vraiment demandé ce que ces petites filles avaient ressenti, avaient vécu et comment on pouvait vivre avec ça. Et donc, cette émotion et ce désir de les comprendre m'a accompagnée pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. J'avais vraiment envie de discuter avec les gens autour de moi, leur parler de cette histoire, leur dire ce qui s'était passé dans la jungle, jusqu'au moment où l'émotion est arrivée un petit peu à son paroxysme et où je me suis dit, je vais me mettre à écrire. Donc, je vais me mettre à écrire à travers
la pensée d'une de ces petites filles, ce qui était ce qui était extrêmement compliqué. D'autant plus qu'on n'avait pas d'informations sur cette tribu, puisqu'à partir du moment où on l'a découverte, on l'a tuée, donc on ne savait rien d'elle. Donc pour réussir à imaginer les pensées et imaginer la vie, je me suis un petit peu basée sur des récits d'explorateurs, sur des récits d'ethnologues, sur des documents et des documentaires que j'ai pu regarder pour essayer de transposer ce qu'était cette tribu. J'ai eu un énorme sentiment d'illégitimité qui m'a fait arrêter ce texte plusieurs fois et j'ai mis du coup plus d'1 an à l'écrire parce que je me suis demandé comment moi, vivant dans ma maison sans jamais avoir froid ni faim, je pouvais mettre dans la tête de 2 petites filles qui n'ont pas le même environnement, n'ont pas le même vocabulaire, n'ont probablement pas du tout le même mode de pensée et à qui il arrive un drame effroyable. Donc tout ça me faisait pas mal de conflits, faisait beaucoup de conflits dans ma tête. Et quand j'ai repris les textes, à chaque fois, je le relisais, je me disais, ah, finalement, c'est peut-être pas si mal, ça vaut peut-être le coup de continuer. Et j'ai continué, en plus en me disant qu'aucun éditeur et aucun parent ne voudrait jamais confier un texte aussi dur et aussi dramatique à des enfants. Et finalement, c'est un texte qui a trouvé éditeur et qui a très bien fonctionné et dont on parle beaucoup et que les enfants aiment lire et que les prescripteurs aiment confier aux enfants. Donc, malgré toutes ces étapes et toute cette difficulté, finalement, je pense que c'était un beau pari. Juste pour finir, est-ce que vous avez 1 ou 2 mots à nous dire sur vos projets à venir? Est-ce qu'il y a des... Alors, je viens de terminer un roman sur les enfants contorsionnistes en Mongolie. Cet été, j'étais en Mongolie, à Oulan-Bator, et je suis allée rencontrer des petites filles dans les écoles de cirque pour voir comment elles apprenaient la contorsion, quels étaient leurs rêves et leurs désirs. Voilà, et j'en ai écrit un livre qui s'appelle L'enfant élastique, qui a priori sortira en fonction du déconfinement et de la reprise, soit l'automne 2020, soit peut-être début 2021, toujours chez Actes Sud Junior. Voilà, donc c'est le dernier texte sur lequel j'ai planché et que j'ai hâte que les lecteurs découvrent. Ben, on a hâte, oui, nous aussi, de le découvrir très vite. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Nous vous souhaitons une belle continuation. Je rappelle juste qu'il y a aussi une lecture musicale, je crois, qui peut être accessible pendant le festival des Assises du roman. Oui, un petit morceau. Donc voilà. À venir. Très bien. Merci. Merci. À bientôt et au revoir. Merci.